Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je me présente, je suis Milin Fayoulou, cofondateur d'Intel Congo et j'ai l'honneur d'animer le deuxième épisode de notre podcast, Le Nouveau Congo. Pour ce deuxième épisode du Nouveau Congo, le podcast d'Intel Congo, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Pierre Okenda et Ben Radley. Ensemble, ils nous parleront du secteur minier congolais en général et du potentiel de la filière artisanale en particulier. Pourquoi est-ce que l'exploitation artisanale coexiste si mal avec l'exploitation minière industrielle ? L'une est-elle meilleure que l'autre pour le développement socio-économique des communautés ? Quelle politique devrait adopter l'État congolais ? Élément de réponse avec Jean-Pierre Okenda et Ben Radley. Jean-Pierre Okenda, vous êtes activiste congolais des droits de l'homme et chercheur spécialisé dans l'industrie extractive. Vous avez une longue expérience dans le domaine, notamment dans l'application du EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, le standard global pour la bonne gouvernance des ressources extractives. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ben Radley, vous êtes fellow en études de développement à la London School of Economics en Angleterre. Vos recherches se concentrent sur l'économie politique du secteur minier et des énergies renouvelables, avec un accent régional sur l'Afrique centrale. Vous avez 15 ans d'expérience dans le développement international, dont 10 ans en ayant vécu et travaillé au Kenya, au Burundi et en RDC. Vous êtes également contributeur d'Intel Congo. Bonjour Ben. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, on entend souvent que la RDC est un scandale géologique et que c'est un pays qui a tout pour réussir, mais qui malheureusement est victime de ce que certains économistes appellent la malédiction des ressources naturelles. Un terme que j'ai d'ailleurs du mal à comprendre jusqu'à aujourd'hui, parce que des pays comme la Norvège, les Émirats arabes unis ou l'Australie ne semblent pas souffrir de cette malédiction. Qu'en est-il vraiment ? Le nouveau code minier, entériné en 2018 sous Joseph Kabila, est très nationaliste, dans le sens où il tend à augmenter les redevances perçues auprès des grands groupes miniers, ainsi qu'à donner plus de place aux locaux. Pourtant, dans la pratique, on assiste à tout sauf au nationalisme économique. Nous sommes même face à un système dit de prédation. On constate que ceux-là même qui sont à l'origine des textes sont les premiers à les violer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le secteur minier congolais est opaque et bâti sur un vaste réseau de clientélisme. Alors, sans plus tarder, Jean-Pierre, que dit le code minier, très rapidement ? Merci beaucoup pour la question. Le code minier se veut nationaliste ou se veut plutôt un cadre de régulation qui essaie d'intégrer des préoccupations communautaires et des préoccupations des citoyens congolais, de l'État congolais, au centre justement quand même de l'exploitation, de manière justement à augmenter la part de l'État, c'est-à-dire la part de recettes que doit recevoir l'État. Le code minier se veut un code qui essaie un peu de réduire ces pratiques-là d'optimisation fiscale, des questions de transfert de bénéfices. Et enfin, je dirais que le code minier a posé une ambition importante, celle de devoir voir les minéraux congolais transformés au niveau local, c'est-à-dire qu'ajouter la valeur ajoutée et finalement permettre que le pays puisse donc tirer profit justement quand même de ces ressources. Voilà ce que je peux dire en grosso modo. Ok, donc dans les textes, a priori, bon pour les Congolais. Exactement. Alors Ben, dans la pratique, comment s'organise l'exploitation minière en RDC et quelle est la politique gouvernementale à son égard ? Oui, parce qu'il faut dire, je crois que ces deux choses ne sont pas nécessairement pareilles. Comme vous l'avez dit, le code minier de 2018 est plus nationaliste, il donne plus de place aux locaux. Donc d'abord, il faut souligner cela pour dire que ça permet la formalisation du secteur artisanal à travers, par exemple, les zones d'exploitation artisanale. Ça permet des creuseurs de se former en coopératif, qui est très important considérant que dans la pratique, on estime qu'il y a plus de 1 million de creuseurs en RDC. Mais dans la pratique, je crois qu'il faut dire que c'est les multinationales qui dominent toujours, même après le nouveau code de 2018. Prenons la province de Sud-Kivu que je connais le mieux. Les zones d'exploitation d'artisanal ne sont pas nombreuses. Ils couvrent une superficie de à peu près 250 km².
Et le processus de se former en coopératif reste très coûteux et bureaucratique, difficile pour beaucoup de créateurs de réaliser. Contrairement à cela, les sociétés industrielles ou ceux qui veulent contrôlent à peu près 16 000 km² et en RDC, par exemple, plus de 80% des gisements aurifères appartiennent à ces entreprises étrangères. Dans la pratique, alors, comment peut le secteur artisanal respirer et se faire avancer dans un tel contexte? Alors, on va revenir plus en détail sur cette question du secteur artisanal, mais avant cela, pour nos auditeurs, Jean-Pierre, on parle souvent de cette filière artisanale, cette fameuse filière artisanale, mais pour beaucoup, c'est un terme abstrait. Qui en sont les acteurs exactement? Alors, c'est une très bonne question. La filière artisanale au Congo, en d'autres termes, c'est que ça veut dire, c'est un peu parler de la face qui offre en réalité l'opportunité pour les communautés de tirer le revenu des subsistances. Il faut vraiment qu'on comprenne que dans les régions minières, l'exploitation minière se vit comme dans d'autres régions, comme les terres agricoles, comme les champs. Donc, c'est vraiment une source de substances de revenus pour les communautés. Ça, c'est très important de le souligner, mais aussi, c'est un secteur en réalité qui est connecté à l'économie locale. Paradoxalement, au secteur industriel qui lui reste tout à fait enclavé, je dire. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, qui interviennent? Ceux qui interviennent, fondamentalement, ce sont les communautés. Donc, vous avez les mineurs, principalement sont constitués des communautés, dans le sein du citoyen congolais, des communautés locales, comme les codes élevés, que l'exploitation artisanale au niveau de la mine soit faite par les Congolais. Ensuite, vous avez aussi des intermédiaires qu'on appelle des négociants, qui sont majoritairement également des Congolais. Donc, et ils rachètent des minéraux auprès des mineurs artisanaux et ils le revendent auprès des comptoirs qui sont pratiquement dominés par des Chinois. Mais il y a également des Congolais quand on est à l'est du Congo ou à la région centrale du Congo, dans le Kasaï. Ensuite, il faut remonter la filière pour arriver maintenant à des usines. Ce sont des usines de traitement. Les négociants, les comptoirs revendent ça. Et finalement, ça rentre dans la filière industrielle quelque part, à Congo, en tout cas du moins en Chine. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Ok, très bien. Et pour rebondir sur un des sujets que vous avez soulevé, c'est-à-dire l'exploitation, par exemple, des enfants et le travail des enfants dans cette filière artisanale, est-ce qu'aujourd'hui, l'exploitation artisanale pose problème au niveau de la conformité avec l'EITI, qui est le standard global de bonne gouvernance que j'ai cité dans mon introduction? Exactement, ça pose le problème au niveau de la conformité. Évidemment, quand on parle d'exploitation artisanale, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de filières. Donc, il y a des filières qui sont bien encadrées, que d'autres filières, pour des raisons évidentes. La présence des groupes armés à l'Est a amené justement quand même des acteurs au niveau national et international de devoir mettre en place des standards de conformité, ce qu'on appelle généralement la certification des minéraux, particulièrement à l'Est. Là, il y a des conformités qu'il faut par rapport à ça et ça pose justement quand même des problèmes. En revanche, quand vous êtes dans d'autres régions, par exemple dans la filière de cuivre et cobalt au Katanga, vous avez moins de problèmes de conformité parce qu'il n'y avait pas vraiment des standards, il n'y avait pas assez de soucis. Mais il y a une émergence justement quand même d'initiatives qui veulent se rassurer quand même que finalement que les minéraux, le cobalt notamment, proviennent des chaînes d'approvisionnement qui sont saines. Et là-dessus, il faut dire qu'évidemment, c'est les soucis, c'est la présence des enfants. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent qu'il y a quand même des enfants. Et ça pose le problème. Mais aujourd'hui, ça ne pose plus seulement problème, la conformité par rapport à toutes ces initiatives-là, mais également, on sait que l'exploitation artisanale également affecte l'environnement. Et donc, tout le monde veut donc se rassurer que ça vient également quand même des zones qui respectent les standards environnementaux. Ensuite, il y a des conflits également donc, entre les artisanaux et les groupes industriels. Il y a également des conflits. Et donc, il y a déjà des règles de conformité, des standards qui vont dans le sens justement comme d'assurer que les minéraux, que ce soit des sociétés industrielles qui sont ici, ne sont pas impliqués dans des activités ou dans des mines qui proviennent dans des zones en conflit où il y a des graves violations de droits humains. Enfin, pour rentrer à l'ITIE, je serai bref là-dessus. L'ITIE n'a pas encore intégré les secteurs artisanaux. La première raison, l'initiative ITIE, c'est une initiative qui fait que les pays sont libres de faire le cadrage, ce qu'on appelle les scoping studies. Donc, vous devez faire une étude de cadrage pour dire qu'est-ce que vous voulez déclarer dans l'ITIE.
Donc, ça, c'est important. Et cette étude de cadrage tient compte des facteurs, notamment l'importance de flux, c'est-à-dire de recettes que le secteur génère pour l'État. Dans les cas d'espèces ici, pour les comptes du secteur artisanal, franchement, l'étude qui était menée, il y avait une étude de cadrage qui a démontré qu'il n'y avait pas grand-chose qui a trait dans les caisses de l'État. Le deuxième facteur, je vais plutôt m'arrêter pour celui-là parce qu'il y en a plusieurs. Le deuxième facteur, c'est la complicité du secteur. Alors, vous avez des standards de l'ITIE qui voudraient que lorsque vous intégrez une filière ou un secteur, il faut assurer que vous faites des déclarations exhaustives. Il faut assurer que vous avez des systèmes de vérification des données, c'est-à-dire l'assurance des données, que les informations que vous donnez sont vraies, sont correctes, sont exhaustives. Et tout cela fait que la configuration du secteur minier artisanal de la RDC est très complexe, que les acteurs au niveau du gouvernement, des entreprises et des sociétés civiles ont évité d'intégrer le secteur artisanal, mais de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent en disant il faut l'intégrer vu le rôle et l'importance du secteur dans l'économie. Alors, je vais vous prendre au mot puisque vous parlez du gouvernement et du rôle de l'encadrement de ces derniers. Une question pour Ben. Est-ce que l'État congolais aujourd'hui cherche à encadrer la filière artisanale et si oui, comment? Oui, merci pour la question. Je vais tenter d'être bref ici. Je dirais que oui, il y a eu et il y a toujours des efforts en ce sens pour encadrer et formaliser la filière artisanale, certes. Je pense ici, par exemple, au travail de Promine, une agence du ministère des Mines qui a été orientée en ce sens, ou la stratégie nationale pour les exploitations minières artisanales et à petite échelle. Donc, oui, aussi au niveau du ministère des Mines. Donc, oui, il y a des efforts en ce sens. Mais je dirais que des efforts et du vrai progrès, certes, et il faut aussi mentionner le travail au niveau international que Jean-Pierre a mentionné par rapport aux questions de conflict-free minerals, mines propres, minerais propres. Mais je dirais que c'est toujours dans la logique d'un système qui priorise l'exploitation industrielle à travers les multinationales et c'est là l'origine des problèmes entre ces deux modes de production. Ok. On invoque régulièrement l'absence de contrôle dans cette exploitation artisanale pour des raisons qui sont évidentes. Après vous avoir écouté l'un et l'autre, on parle notamment de la mise en danger de la vie et des droits des mineurs. Qu'en est-il exactement, Jean-Pierre? C'est la question des droits de l'homme que vous connaissez bien. Oui, il y a un sérieux problème de droits humains, justement dans le secteur artisanal, lié principalement aux conditions de travail et qui sont pratiquement précaires, très, très précaires, donc dans la plupart des cas, et qui conduisent généralement à la perte de vies humaines. Donc, vous avez tous ces phénomènes d'éboulement donc un peu partout et on va vous dire qu'il y a énormément de personnes qui sont mortes. Ensuite, vous avez un autre phénomène peut-être qui n'est pas aussi moindre, mais qui conduit à des graves violations de droits humains, c'est les conflits entre les artisanaux et les groupes industriels. Et alors, comme Ben l'a dit, cela est lié à la configuration géologique de la RDC, je dirais même historique, parce que en fait, toutes les concessions minières du Congo qui étaient connues, je parle des gisements connus, sont la propriété des entreprises d'État. Quand je dis cela, ce n'est pas au sens juridique que je dis propriété, mais plutôt au sens que ces concessions sont couvertes par des licences cédées aux entreprises d'État, aux entreprises d'État. Et les entreprises d'État, à leur tour, les ont cédées, pour la plupart en tout cas, aux sociétés étrangères avec lesquelles elles opèrent en partenariat. Donc, il n'y a pratiquement pas de zones libres, il n'y a pas de zones d'exploitation artisanale. La loi le veut, les codes miniers les consacrent, mais il n'y en a pas comme telles. Et lorsqu'on a tenté de trouver ces zones-là, elles ont été situées dans des zones qui sont très, très lointaines, difficiles d'accessibilité pour les créateurs, tout ça, pas d'infrastructure. Et donc, il s'est développé une exploitation dans laquelle les communautés disent qu'ils doivent occuper une partie des concessions des entreprises industrielles. Et alors là, elle se vient des grandes violations de droits humains parce que les entreprises utilisent la force publique, la police et parfois même l'armée, et vous arrivez à des situations dans lesquelles il y a énormément de morts. Donc, il faut parler de droits humains en termes d'abord de la sécurité, des conditions de travail
qu'on soit dans une zone à conflit artisanaux et industriel, ou qu'on soit dans une zone qui est complètement artisanale, il y a des sérieux problèmes là-dessus. Permettez-moi de vous interrompre. Alors, est-ce que vous pensez que les creuseurs artisanaux gagneraient à se syndicaliser? Est-ce que ce serait un moyen efficace de pression sur les autorités pour pérenniser la filière? Absolument. Ligne d'innovation du Code minier de 2018, c'est justement de pousser les creuseurs à se syndicaliser au travers des coopératives. Ok, très bien, très bien. Ben, selon vous, toujours sur le sujet des creuseurs artisanaux, selon vous, les creuseurs artisanaux ont un potentiel important car ils pourraient à terme mécaniser leur production et augmenter leur productivité. Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? C'était à travers une longue recherche du terrain menée au Sud Kivu depuis à peu près 2013. Cette recherche a démontré que des réinvestissements productifs stimulaient l'augmentation précisément de la productivité du secteur grâce à un processus de mécanisation mené localement à Kamituga, une grande ville, une cité minière de la province. Donc, en novembre 2011, il y avait un entrepreneur congolais qui a amené 3 concasseurs à Kamituga depuis Misisi, qui est un grand site aurifère artisanal de la province situé plus au sud de Kamituga, où les concasseurs étaient utilisés depuis environ 2009. Peu de temps après, les concasseurs ont commencé à être fabriqués directement sur place. De la taille d'une bétonnière, les concasseurs sont alimentés par des générateurs et ils broient des grosses roches en poudre fine à un rythme plus rapide qu'à la main. Et c'était grâce à l'utilisation de ces machines, des sites auparavant épuisés pour des artisanaux, par des techniques artisanales, sont redevenus productifs. À la fin de 2013, il y avait environ 70 concasseurs à Kamituga. Et plus ou moins au moment où les concasseurs étaient introduits à Kamituga, il y avait aussi des creuseurs, des mineurs artisanaux qui ont tenté également de connecter les sites au réseau électrique local afin de faciliter l'utilisation des pompes à eau et pompes à air. Et dans de nombreux cas, des explosifs ont été utilisés à côté de ces machines pour faire exploser la roche dure qu'on rencontre au niveau plus profond dans les puits. Donc, grâce à l'utilisation accrue des machines, d'explosifs et de concasseurs, une forme de production semi-mécanisée commençait à émerger dans la région selon des techniques d'extraction précédemment adoptées dans d'autres sites au Sud Kivu. Et donc, les conclusions de cette recherche, qui est donc votre thèse de doctorat, à travers l'analyse de l'impact de Banro au Sud Kivu, vous les avez récemment partagées dans un format plus court sur notre site intelcongo.com. Donc, si vous deviez faire une conclusion finalement, est-ce que vous pourrez vous dire sans embâche qu'il faudrait que l'État congolais laisse les artisanaux se développer au détriment des industriels? Faudrait-il qu'on pousse les industriels à rester en dehors du Congo pour protéger l'industrie locale? Qu'en est-il? Je dirais que oui, parce que pourquoi, selon l'étude que j'ai menée au Sud Kivu avec Banro, comme vous le dites, c'est important de noter que ce processus de mécanisation dont je parlais avant, au début de 2013, Banro, qui était une société canadienne à l'époque, a ouvert une procédure judiciaire contre les propriétaires congolais des concasseurs. Et en septembre de la même année, une trentaine de concasseurs ont été réquisitionnés par des agents de l'État, effectivement, avec le soutien de l'armée et de la police locale. Et donc aujourd'hui, cette procédure reste toujours ouverte avec l'objectif, selon une lettre du procureur général de Bukavu, de procéder à la suspension de toutes les activités de concasseurs. De plus, pour permettre la construction d'une mine de Banro de Twangiza à Luwinja, une localité de Sud Kivu, le secteur minier artisanal a été poussé vers des espaces plus marginaux et moins productifs de l'économie aurifère locale, entraînant la perte de approximativement 4000 emplois dans un contexte où des gens cherchent du travail. Et donc, qu'est-ce que Banro a amené en retour? Je dirais pas grand-chose. La plupart des travailleurs de Banro gagnaient un salaire largement comparable au salaire des creuseurs. Les contrats de sous-traitance étaient dominés par des filiales des sociétés étrangères et les contributions aux revenus de l'État congolais étaient minimes.
Donc oui, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'une politique qui priorise cette industrialisation à travers les multinationales amène au pays concrètement? Et je pense que oui, il y a une justification de repenser la politique minière d'un sens radical. Ce n'est pas pour dire exclure complètement à 100% la présence des multinationales. Je crois qu'il y a aussi des bénéfices qu'ils amènent, par exemple, avec certaines expertises, savoir-faire, connaissances au niveau technique, qu'on peut en profiter, en tirer, mais certainement de repenser la hiérarchie entre ces deux formes de production et lesquelles on donne la priorité. Alors, Jean-Pierre, Ben vient de nous parler de l'exemple de Banro, donc le secteur de l'or au sud Kivu. Y a-t-il des similitudes avec ce qu'on observe au Katanga pour ce qui est du cobalt, du cuivre et des minerais qu'on retrouve dans cette partie-là du pays? Oui, exactement. Je pense qu'il y a des similitudes entre les deux. Ce qu'il faut dire aussi, pour contextualiser tout cela, il faut aussi se situer dans le contexte où les industriels n'offrent pas de possibilités d'emploi, même quand il faut les comparer. Donc, je suis très d'accord avec Ben, c'est très intéressant d'avoir cette expérience-là. Mais il faut le dire que d'abord, au niveau du standing, ce qu'il faut dire, c'est que les industriels offrent un peu des conditions, je dirais, un peu socialement sécurisées, physiquement. Ça dépend des industriels, mais si nous parlons vraiment des grands groupes industriels, c'est plus sécurisé. Et on parle des Chinois, c'est discutable parce que le nombre d'accidents, c'est très, très important également. Et donc, il y a cela qui fait que les artisanaux n'ont peut-être pas cette sécurité. Mais quand on parle de revenus, et de revenus, en réalité, il faut comparer de revenus, on va trouver que les artisanaux gagnent plus leur vie que des employés qui sont dans les sociétés. Mais moi, je ne voudrais pas aborder cet angle-là de comparaison. Je vais plutôt parler d'une question de revenus de subsistance. Donc, combien d'emplois le secteur minier industriel a créé dans les grands Katanga, par exemple? Et lorsque vous prenez les chiffres, vous prenez les emplois directs et indirects, on ne dépasse pas 40 000. Si vous voulez mettre les dépendants, des familles de dépendants, on prend la moyenne de l'UNICEF, ici, moyenne qui date, je crois, de 3 ans, vous allez voir que de 6 personnes par famille au Congo, vous allez vous réaliser que dans les grands Katanga, en fait, il y a au moins 240 000 personnes qui vivent, qui dépendent de ça directement. Mais quand vous faites l'inverse, la comparaison avec l'artisanal, là, c'est très important. Parce que vous arrivez à des proportions, à des estimations qui sont faites par le gouvernement congolais et même la Banque mondiale. Vous pouvez facilement trouver plus de 2 millions de personnes qui sont en train qui vivent justement de là. Donc, il n'y a pas match pour parler de ça. Il n'y a pas vraiment match. Donc, il faut plutôt. La question ne peut pas être qui doit aller plutôt que l'autre. Non, il faut plutôt maintenant se mettre à l'approche de concilier, de trouver la possibilité de donner des espaces sécurisés. Et l'État doit aider les artisanaux à avoir des zones, par exemple, faire la découverture et vraiment les équiper de manière qui développe pas uniquement une économie de subsistance, on a un peu d'argent aujourd'hui et tout ça, mais développer une économie donc durable et avec des conditions sociales donc durables. C'est ça qu'il faut aller, voilà. Et je vais dire, en me limitant en disant que j'ai participé l'année passée à une conférence organisée par la BAD qui, de plus en plus, on comprend que l'automatisation va beaucoup avancer. Et donc, il y a des mines au Congo également qui vont essayer de faire ça. Donc, même le peu d'emplois aujourd'hui créés par les industriels, en réalité, quelle que soit leur confortabilité, il ne faut pas penser que 10 ans, on continuera à les avoir. Donc, c'est-à-dire que les gens vont encore davantage perdre d'emploi. Il faut penser, je crois qu'il faut aller, je vais m'arrêter là en disant qu'il faut plutôt organiser, consolider, mettre le moins à disposition des artisanaux et encadrer cette activité-là. Très bien, très bien. Mais alors, pour le mot de la fin, je vais commencer par vous, Ben. Que représente pour vous la filière artisanale dans l'avenir de l'industrie minière congolaise? Pour moi, le secteur, la filière artisanale offre au Congo la possibilité d'un processus d'industrialisation minière moins enclavé et plus inclusif que le modèle actuellement dominant dirigé par les multinationales. Mais je voulais aussi ajouter ici que je pense qu'il faut, au niveau de la politique congolaise, aussi réfléchir au-delà du secteur minier, c'est-à-dire que ça soit mené par des Congolais, des étrangers, à un certain niveau, le secteur minier reste limité, du sens que, comme Jean-Pierre a déjà dit aussi, c'est un secteur très enclavé au niveau industriel. Et donc, je crois qu'il y a aussi
besoin d'une intervention au niveau de la politique industrielle du pays pour faire avancer des autres secteurs et pas juste dépendre du secteur minier pour tout faire. Parce que, comme Jean-Pierre a aussi mentionné, au niveau de l'emploi, quand on industrialise, si on mécanise le secteur artisanal, il y aura de moins en moins de personnes qui sont inclus dans ce secteur. Et donc, je crois qu'aussi, il faut réfléchir sur comment soutenir l'économie congolaise en totalité et pas juste dépendre sur le secteur minier pour tout faire. Très bien, très bien. Jean-Pierre, très rapidement, en moins d'une minute, le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Les mots, en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, la question devait être posée en termes est-ce qu'il faut l'exploitation artisanale ou pas? Non, c'est la mauvaise question. Donc, c'est une mauvaise question. Aujourd'hui, il faut voir, c'est comment, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble et qu'est-ce que l'État doit faire, qu'est-ce que les entreprises industrielles aussi doivent faire et qu'est-ce que la société civile doit faire pour justement quand même encadrer l'exploitation artisanale, pour mécaniser ou semi-mécaniser cette exploitation, pour formaliser cette économie en réalité et la rendre bénéfique de manière sécurisée et de manière durable, aussi bien donc, aux dépendants, c'est-à-dire aux mineurs et leurs familles, qu'au gouvernement. Et quand je dis gouvernement, il faut prendre le gouvernement central en termes de trésor public, mais aussi aux gouvernements provinciaux qui sont très dépendants aussi de cet artisanat. Il faut les dire. Donc, c'est cela la question. Et je pense que c'est ça c'est la direction qu'on doit regarder. Voilà. Très bien. Écoutez, c'était une conversation très enrichissante. On retiendra que si en aval de la chaîne, certains acteurs se frottent les mains, en amont, en RDC, la réalité est tout autre. L'exploitation locale est conflictuelle et précaire, surtout pour les communautés qui extraient le minerai artisanalement, à la main ou à la pelle. Elle coexiste difficilement avec les compagnies minières étrangères et peine à tirer le juste profit de leur dur labeur. S'ajoutent à cela des tensions intercommunautaires entre autochtones et migrants. Et la vraie question, c'est la faiblesse de la gouvernance étatique et la corruption. Les pistes et les solutions sont là. Apparemment, c'est une question de volonté. Ben, Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir participé à ce deuxième épisode du Nouveau Congo. C'est un plaisir. Je vous remercie. Merci. Merci.